Espace TV, le 22h. Je suis très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour cette nouvelle édition du 22h en ce début de semaine. Bienvenue à toutes et à tous. La route a fait de nouvelles victimes samedi soir. 26 personnes ont péri dans un accident de la circulation routière du Breka. Un minibus et un gros porteur sont entrés en collision. Et en justice, le prévenu Boubacar Sidiki Diakité, communément appelé Toumba Diakité, n'a plus d'avocat pour le défendre. Les avocats de l'ex-aide de camp de Moussa Dadis Camara jettent l'éponge et accusent la justice guinéenne d'être dans une posture de servitude. Enfin, nous reviendrons sur la victoire d'Emmanuel Macron en France. Le candidat de En Marche a remporté son pari face à Marine Le Pen du Front National, l'heure du renouveau pour la France, et cela fait réagir les politiques en Guinée. Réaction à suivre dans un court instant. La nouvelle est tombée comme un couperet pour le peuple de Guinée. Samedi soir, 26 personnes ont péri dans un accident de la circulation routière dans la zone de Dubreka, précisément à Yorokogia. Un minibus est entré en collision avec un gros porteur. Sur le coup, 18 personnes ont perdu la vie et les autres dans le centre hospitalier de Dubreka et de l'hôpital Ignace Dine. Le drame a fait une trentaine de blessés, des personnes en partance pour un mariage dans la préfecture de Bofa. Malik Siangana Camara, Djibril Kabak Camara. Attention, certaines images peuvent choquer. C'est un minibus rempli de personnes en provenance de Kabak qui est entré en collision avec un camion ben transportant du sable. Le choc est violent. Dans le ravin, les 4 pneus du minibus sont en l'air, des traces de sang à l'intérieur, des pertes en vies humaines et l'engin est irrécupérable. De l'autre côté, le poids lourd de 12 roues a sa cabine endommagée. Le conducteur et son apprenti n'ont pas survécu au coup. L'arrivée des secouristes a permis au transport des corps et des blessés de Yorokogia à l'hôpital préfectoral de Dubreka. Mais Bambani a chargé à ce fait mariage. À quoi n'a fait mais rien à bring. De nos camions tonal mais rien à courir dans ce. Le minibus était surchargé lorsqu'il est rentré en collision avec la benne. Ceux qui étaient sur le véhicule ont tenté de se sauver en sautant. Lorsqu'ils sont tombés, le camion leur a écrasé de passage. Le bus s'est renversé dans le ravin, faisant sur place 18 morts. Nous avons cherché à transporter les blessés et les morts à l'hôpital dans un camion. Ensuite, les ambulances sont venues. À l'hôpital, le service d'urgence est débordé par la situation. La morgue est prise d'assaut. Les blessés graves sont aussitôt évacués à Conakry. Les moins graves sont sous traitement. Selon la source médicale, 23 morts aux dernières nouvelles. À un moment donné, on a été débordé, mais on a pu maîtriser la situation. Au total, nous avons eu 38 blessés graves, y compris des cas de traumatisme crânien plus perte de connaissance, des cas de fractures ouvertes et fermées, des cas de double fracture et des cas de blessés légers et des cas de dépôt de corps. Dans ce drame, 3 nourrissons sont indemnes et les mamans sont mortes. Les autorités préfectorales, en collaboration avec les responsables de l'hôpital de Dubreka, ont formé une délégation pour rendre les enfants aux familles respectives à Kabak. Justement, ce drame a choqué plus d'un. Les responsabilités seront-elles situées et comment parvenir à réduire le taux d'accidents sur une route? Autant de questions qui interpellent l'Observatoire guinéen de la sécurité routière et de la mobilité urbaine qui a présenté ce lundi le bilan des accidents de la circulation durant l'année 2016. L'Obsermu, en abrégé, a profité de cette conférence pour sensibiliser les usagers sur le code de bonne conduite dans la circulation routière. Mohamed Soumam, Amara Alex Silla. Du 8 au 14 mai, les Nations Unies célèbrent la 4e semaine mondiale de la sécurité routière. L'Observatoire de la sécurité routière et de la mobilité urbaine a profité de cette occasion pour présenter le bilan annuel 2016 des accidents de la circulation en Guinée. Ce sont au total 327 personnes qui ont péri dans les accidents en 2016 et 990 blessés, soit une augmentation de 117% du phénomène. Et ce qui est encore plus regrettable, c'est que nous avons constaté une progression de plus de 100% entre le premier et le deuxième semestre. Ça explique à quel point l'insécurité routière est grandissante dans notre pays.
Et cela ne peut pas continuer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être proactif. On ne peut pas toujours attendre qu'un accident se produise, comme ça s'est passé le week-end dernier. Cette responsabilité, aujourd'hui, elle n'est pas pleinement assumée et nous le dénonçons avec la plus grande énergie. Nous pensons que cela ne peut pas continuer. Nous allons continuer à dénoncer autant que ces genres de laxisme continueront sur nos routes. Parmi les causes de ces drames établis par l'Obsermu, le facteur humain occupe 94%, alors que la technique en est pour 4,5% et la route et son environnement 1,5%. Comme chaque année, le taux le plus élevé des accidents est enregistré sur la Nationale 3, Conakry-Bokeh, avec 79 accidents. La formation et la sensibilisation sont les enjeux essentiels de la sécurité routière. Ce n'est pas la panacée, mais une formation accompagnée d'une rigueur policière, c'est-à-dire une véritable campagne pourra changer la donne. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à gérer la sécurité routière dans une émotion, dans une sensation d'émotion à court terme. L'Obsermu invite l'ensemble des usagers de la route à des comportements civiques afin de partager l'espace public et par ailleurs sauver des vies. En justice, à présent, le commandant Aboubakar Diakité n'a plus d'avocat. L'annonce a été faite ce lundi par le collectif de ceux qu'il défend. Donc, la justice guinéenne a loupé une occasion d'entrer dans l'histoire. Elle est toujours dans une posture de servitude, accuse les avocats devant ce qu'ils qualifient de 2 poids, 2 mesures et le danger qui guette leurs clients. Ils décident de se retirer tout simplement. Mamadou Sadio Baldé, Alseni Kamara nous en disent davantage. L'exécutif interfère dans le domaine judiciaire. La justice elle-même s'est disqualifiée et affiche clairement une attitude de la servitude. Le collectif d'avocats de Toumba Diakité dit avoir passé par tous les moyens pour faire avancer le dossier. N'ayant pas obtenu gain de cause, ils abandonnent. Nous sommes allés ce matin serrer pour une dernière fois la main à notre client, lui dire que nous sommes vraiment gênés de lui dire que la justice de son pays était incapable de lui rendre justice et que nous allions nous retirer momentanément pour nous retrouver à la CPI, sûrement. La CPI n'est pas pour demain certes, mais le collectif d'avocats va maintenir la pression sur le pouvoir. Nous informerons les organisations de défense des droits de l'homme à l'échelle nationale et internationale. Nous saisirons Madame le procureur général près la Cour pénale internationale. Récemment, le chef de l'État s'est prononcé sur le dossier. Il a laissé entendre que certains accusés ne sont pas impliqués. À partir de cet instant, il devient une pièce indispensable pour la manifestation de la vérité, déclare l'avocat. Le chef de l'État, en intervenant tel qu'il a fait, laisse supposer qu'il sait tout de la conception de ce massacre, de sa préparation et de son exécution, que si ces personnes arrêtées ne semblent pas être celles que lui, il connaît, c'est qu'il peut les substituer par d'autres personnes, par le biais de son interpellation. Et l'audition de Toumba Diakité a étonné, apprend-on, les juges en charge du dossier. Ces révélations auraient dû faciliter la manifestation de la vérité. Malheureusement, les magistrats ont préféré clôturer l'instruction de la procédure. Maître Paul Yomba Kourouman est au micro de nos reporters. Le commandant Aboubakar Diakité d'Itoumba a fait de graves et intéressantes révélations qui imposaient des confrontations. Il a fait d'énormes dénonciations de personnes jusque-là tapies dans l'ombre et qui avaient échappé au pool des juges d'instruction et au ministère public. Ces gens-là grossissaient le chiffre noir de la criminalité. Les juges ont fermé le dossier depuis ce jour. Pas d'interpellation, pas de confrontation, pas d'audition de témoins.
et aucune information ni à l'inculpé lui-même, ni à ses avocats, et aucun signe de vie. Le pôle a fermé ses bureaux. Le ministre de la Santé a lancé ce lundi la réunion du comité consultatif des experts de l'Observatoire du Sida en Afrique, commission de l'Union africaine. Cette rencontre de Conakry est axée sur le thème « Action catalytique pour mettre fin à la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme en Afrique d'ici 2030 ». Idrissa Bari, Amara Alexila pour le détail. Cette rencontre de 2 jours va examiner le cadre stratégique de l'AWA de 2017 à 2020. Il sera aussi question de discuter de l'opérationnalisation et faire l'examen du rapport sur le cadre catalytique, mais aussi l'examen de la fiche de notes de l'Afrique sur le financement national de la santé. Nous avons besoin de programmes performants à tous les niveaux, décentralisés, avec une bonne délégation des tâches pour pouvoir atteindre chaque personne exposée au VIH-Sida et aux autres endémies prioritaires. L'Observatoire du Sida en Afrique joue déjà un rôle très important dans l'avancement de la mobilisation, la sensibilisation et la responsabilisation pour le sida, la tuberculose et le paludisme. Selon un rapport de l'Observatoire, malgré les efforts pour réduire la transmission de ces 3 maladies, les jeunes restent toujours exposés à ces fléaux. Selon les statistiques, 90% des personnes vivant avec le VIH-Sida connaissent leur statut sérologique et 80% d'entre eux ont accès aux antirétroviraux. Le ministre guinéen de la Santé fonde l'espoir sur la réussite de cette réunion des experts à Conakry. Je suis confiant que les travaux de nos experts durant ces 2 jours seront couronnés de succès et permettront d'aborder avec sérénité les prochaines étapes de la lutte contre les maladies pour l'éradication du sida, de la tuberculose et du paludisme sur notre continent. Parmi les attentes de cette réunion de Conakry, les experts vont adopter un rapport à examiner par le 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UA. Elle va aussi approuver le projet de décision de l'Observatoire à présenter à ce même sommet. La réunion des experts va surtout réviser le cadre stratégique de l'Observatoire du Sida en Afrique pour l'horizon 2017-2020. Un petit détour à l'intérieur du pays avec un jeune Guinéen qui, grâce donc au soutien de la communauté guinéenne vivant en Allemagne, a offert donc des vivres aux familles touchées par la maladie virale Ebola. C'est à Guékédou une action de bienfaisance qui est donc le fruit de ressortissants guinéens vivant en Allemagne. Des postes téléviseurs, des vivres et des outils pédagogiques ont été distribués pour encourager les enfants de la localité à aller à l'école. Mohamed Valek Touré, Amara Alexila. Un don humanitaire constitué de vivres, des habits, des postes téléviseurs et accessoires, des outils pédagogiques et ordinateurs pour permettre aux enfants de la localité d'aller à l'école. C'est une œuvre de ce jeune Guinéen résidant en Allemagne. Une action qui consiste à apporter de l'aide aux personnes touchées par Ebola. On a décidé d'initier ce qu'on appelle un microcrédit interne ils font rouler à l'interne ici un fonds, donc mettre à la disposition une certaine somme de certains jeunes ou certaines femmes qui pourraient en tout cas investir dans des domaines qu'ils maîtrisent et qui pourraient être lucratifs pour eux, et réinvestir ce fonds dans un capital roulant en leur propre sein ici. Le geste a été apprécié par cette communauté, longtemps frappée par Ebola. Vous êtes là pour ma communauté avant tout. Et mes remerciements vont aussi à l'endroit de M. Djemori Kouyaté, qui a eu l'aimabilité, le courage et la force vraiment de tout faire, venir en aide à cette communauté de Meliando. Pour tous les biens aujourd'hui qu'il a fait pour cette communauté, moi ça me va droit au cœur. Ce don intervient au moment où les villageois sont dans le besoin et la localité, pour un rappel, a été durement touchée par la maladie et a endeuillé plusieurs familles. Ça ne peut que moi me pousser à mobiliser mes frères guinéens à Conakry, dans les autres coins de la Guinée, mais surtout ceux de la diaspora qui ont quand même plus de moyens, plus d'aptitudes, et aussi dans ces pays hôtes-là, ceux qui nous reçoivent, qui ont la technologie, qui sont avancés aussi en médecine, qui peuvent nous faire des dons dans tel ou tel domaine, et surtout dans l'éducation.
Et puis, vous l'avez certainement remarqué, dans la nuit d'hier, un vent fort a soufflé sur la capitale guinéenne, faisant des dégâts importants par endroits dans la zone de Sonfonia Centre 1. Une partie d'un étage en construction s'est effondrée, faisant 3 blessés, dont un grièvement. Reportage Mamadou Kalisso, Abdoulaye Kamara. C'est un immeuble de 5 étages. Le mur de la dernière partie a cédé aux environs de 2 heures du matin, suite au vent violent qui s'est abattu sur Conakry. Il y a des indiscrétions qui évoquent la mauvaise construction, le non-respect des normes, mais aussi l'emploi de nombreux ingénieurs pour la construction du même bâtiment. Si tu veux construire le taille, il faut prendre l'ingénieur qui connaît son travail. Mais tu prends n'importe qui tu veux prendre, tu prends celui-là, vous travaillez sur quelques niveaux, il te dit qu'il n'est pas bon, tu le fais enlever, tu prends un autre, c'est pas bon. Aussitôt informé, la mairie a dépêché une équipe sur les lieux. Le constat est sans équivoque. Mon constat est très amer, très amer. D'abord, le bâtiment en question n'est pas un bâtiment réellement conçu. C'est un bâtiment qui va s'effriter au fil du temps. Et pour éviter le pire, il faut que la maison descende dans le meilleur délai. Parce que ce n'est qu'un début de tornade. Les autorités locales pointent du doigt le non-respect des normes de construction et l'irresponsabilité du propriétaire du bâtiment. Dans la foulée, un de ses accusés tente d'expliquer. Nous sommes involontaires, ce qui est passé, c'est Dieu qui a fait. C'est le vent qui est sorti. Le mur n'a pas tombé à lui-même. Le vent qui est sorti hier nuit, tout le monde voyait à Conakry. C'était puissant. Jusqu'à midi moyen, le propriétaire du bâtiment n'a pas signifié sa présence pour s'enquérir des nouvelles des blessés, chose qui a irrité les familles des victimes. 4 semaines après avoir célébré la fête de Pâques, les fidèles chrétiens catholiques de Guinée étaient à Bofa pour s'acquitter d'un devoir religieux, celui du pèlerinage dans la première église de Guinée. Ils étaient plus de 25 000 fidèles à se rendre dans cette ville pour prier autour du thème pardon et réconciliation. C'est un grand format que nous signe Antoine Courmont, Richard Lama, Alioba qui étaient de la partie. Il y a 140 ans, débarquaient à Bofa les premiers missionnaires blancs. Ils y ont établi la première église catholique de Guinée. Ensuite, vint Monseigneur Robert Sarah qui initie le pèlerinage en 1988. Quand tu viens, tu fais ton pèlerinage normalement. Tu fais ton pèlerinage dans les normes. Quand tu fais ton pèlerinage comme cela se doit, tu ne quittes jamais ici les mains vides. J'ai dirigé ce pèlerinage de Bofa pendant au moins 25 ans. Maintenant, j'ai reculé pour permettre aux jeunes aussi, je les initie. Durant 4 jours, les fidèles en provenance des 35 paroisses de Conakry parcourent à pied plus de 160 km pour se repentir sur le site de la plus vieille église de Guinée. Avant la messe de ce dimanche matin, chaque pèlerin se prépare comme il peut après une nuit dans ses tentes de fortune. La particularité du cadre de Bofa, c'est le fait que Bofa est la porte d'ouverture de l'église en Guinée. C'est le premier lieu choisi par les pères blancs, en tout cas en un mot choisi par Dieu, où l'évangile s'est implanté pour la première fois. Chacun formule des vœux à l'aide de bougies pour ensuite s'attendre à des résultats qui dans la plupart des cas se réaliseraient. Mais je vais poser tous mes vœux, tous mes souhaits. Voilà. J'espère bien qu'il va les écouter, les exaucer. À l'heure de la grande prière, les fidèles chrétiens prennent la direction du sanctuaire où doivent se mobiliser plus de 25 000 personnes. Vous voyez, de ce côté-là, il y a l'organisation. Chaque paroisse a son foulard, son badge qui est là. Et toute personne qui n'a pas le foulard ou le badge n'aura pas accès au sanctuaire. L'archevêque de Conakry, les évêques, les prêtres, accompagnés des servants de messe, se dirigent vers l'autel où ils devront prendre place pour officier la messe. Le thème du pèlerinage de cette année est «
pardon et réconciliation. Monseigneur Vincent Koulibaly en parlera largement en demandant aux Guinéens d'être tolérants. Pardonner et réconcilier dans la mort et la résurrection du Christ. Ne nous rappelle-t-il pas dans la deuxième lecture que le chrétien doit vivre une vie nouvelle, parce qu'avec sa mort et sa passion et sa mort, le Christ l'a guéri du péché et de tout esprit du mal. Avant cette grande prière, ce dimanche, une procession mariale avait lieu à la veille. Bougies à la main, les pèlerins font le tour des différents sites pour prier et formuler des vœux. Et puis dans le même sillage, parmi les invités présents à ce pèlerinage, vous l'avez certainement remarqué, il y avait le président de l'Assemblée nationale, honorable Claude Korik-Kondiano, a affirmé que la Guinée est difficile à gérer. Après Korik-Kondiano, vous entendrez le coordinateur général de ce pèlerinage qui revient sur quelques difficultés, notamment le retard pour l'achèvement du sanctuaire. Ils sont au micro d'Antoine Kouroumon et d'Elhadj Alioba. Qu'il faut, parce qu'il faut dire la vérité, reconnaître que nous avons un pays très difficile. Difficile, mais facile à sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons. En effet, Monseigneur, je crois que c'est par vos prières, grâce à vos prières, aux prières de l'Église catholique, aux prières de nos frères musulmans, que nous avons une paix relative dans notre pays. Car comme vous le savez, tout est mis en œuvre par certains d'entre nous pour qu'il n'y ait pas de paix dans ce pays et surtout pour que nous ne le construisions pas pour faire en sorte qu'on se hisse au même niveau de développement. En réalité, nous-mêmes, nous ne pourrons vous donner la bonne réponse parce que, comme je le disais, c'est un chantier de l'État, c'est l'État qui gère les fonds et nous ne comprenons pas pourquoi ce retard. Si les fonds passaient par l'Église pour être réalisés, je sais que ces travaux ne seraient pas à ce lieu aujourd'hui. Mais c'est une œuvre humaine, c'est ce que nous disons. Nous sommes des hommes de foi, nous croyons que Dieu fait chaque chose à son temps. Peut-être que c'est nous qui sommes pressés. Le temps venu, le chantier se réalisera. Mais nous sommes en train de prier pour qu'au fait les autorités puissent prendre toutes les dispositions afin de mettre ce chantier maintenant à la disposition des fidèles chrétiens. Un chantier qui n'a que trop duré. La présidentielle française a fait réagir aussi la classe politique guinéenne qui salue dans sa majorité donc le courage et l'audace d'Emmanuel Macron en politique. Sidia Touré et Dr Faya Milimono ne voient pas mal cette élection mais encouragent le peuple de Guinée à s'assumer, aux Africains à prendre leur destin à main. Suivez. À 39 ans, le candidat de la France en marche brigue la magistrature suprême. Il n'appartient ni à la gauche ni à la droite. Emmanuel Macron a réussi à séduire l'électorat français. Pour la classe politique guinéenne, cette élection n'est guère une surprise, mais une enseigne de manière à repenser la façon de faire la politique. La victoire de Macron s'est faite au premier tour. Et ça a bousculé les tabous. Ça a bousculé les partis traditionnels. Ça a rejeté la manière traditionnelle de faire la politique. C'est le peuple de France a choisi un homme qui avait un discours cohérent et un programme cohérent. Il a laissé de côté ce qu'on considérait comme étant les deux partis les plus importants du pays. Et je dis, ça laisse des opportunités aux jeunes qui n'ont même peut-être pas de parti, ou que les gens qui ont des partis moins importants, mais qui peuvent être porteurs de programmes sérieux. Parlant des retombées de cette élection pour la Guinée, les politiques n'esquivent pas la question. Ils l'apprécient différemment. Je ne m'attends pas personnellement à ce que Macron apporte à l'Afrique ce que l'Afrique ne peut pas se donner à elle-même. Hein? Un gouvernement n'a pas vocation à développer un autre pays. Je crois qu'il faut que les Africains arrêtent de se focaliser sur ça.
la France ne nous développera jamais, parce qu'on n'a jamais vu un pays aller développer un autre pays. Donc considérons que c'est un problème franco-français et faisons en sorte que nous soyons des pays respectables, des pays productifs, des pays en croissance qui sont en mesure de donner vraiment à leur population. Sans embâche ni ambiguïté, cette élection ne profite qu'à la France. Les leaders politiques guinéens invitent le peuple de Guinée à rompre avec la politique anciennement prônée, l'exhortent à s'assumer dans sa diversité. Revenons à présent en Guinée avec le match amical Guinée-Japon des moins de 17 ans. Le Sili Cadet de Guinée est sorti victorieux dans un match donc amical international aller contre son homologue du Japon samedi dernier au stade du 28 septembre de Conakry. Les poulains de Suleiman Kamara se sont imposés 5-3 face à l'équipe nippone des moins de 17 ans. Le spécialiste des questions sportives de la maison, Moussa Kampo-Soumon et Mohamed Bangoura vous en disent plus. Les cadets ont fait plus que tenir tête aux Japonais au stade du 28 septembre durant cette première période. Ce sont eux qui dominent quasiment toute la partie. Ils ont ouvert le score dès la 15e minute grâce à un penalty transformé par l'infatigable Agibou Kamara. 2 minutes plus tard, la Guinée double la mise. Là également, c'est un penalty que les visiteurs ont concédé. Et Djibril Fagné Touré prend à contre-pied le gardien japonais. 2-0 après donc 17 minutes de jeu. À partir de ce moment, la Guinée semble lever le pied, mais les initiés un joli mouvement. À la 21e minute, la frappe d'Elhadji Abdurrahman est imparable pour le portier japonais. 3-0. Les Japonais parviendront à réduire le score à la 38e minute grâce à Takara. Ce malgré 6 corners obtenus dans ses premières 45 minutes. Là également, c'est un penalty que le Japon transforme 3-1 à la pause. Le match opposant les moins de 17 ans de la Guinée et du Japon a tenu toutes ses promesses. Les poulains de Suleiman Kamara ont régalé le public qui a effectué le déplacement. Les fans du football ont été surtout servis en action et en but. Les Japonais réduiront le score à la 54e minute et quelques minutes plus tard, Seydouba Cissé, côté guinéen, marque le 4e but à la 79e minute. Le jeune attaquant de l'AS Saint-Étienne, Gérard Bangouras, qui signe sa première convocation, enfonce le clou à la 87e minute. Néanmoins, les Japonais sauveront l'honneur dans le temps additionnel en marquant le 3e but par Miyashiro Taizer. Restons dans le même domaine sportif, cette fois en milieu universitaire avec la 3e édition des Jeux universitaires lancés samedi dernier. La compétition devra se dérouler du 13 au 30 septembre 2017. Football, basketball, athlétisme, tous en série filles et garçons sont les disciplines retenues. L'objectif est d'animer les campus universitaires, raffermir les liens entre les étudiants, mais aussi constituer un grenier, une pépinière pour les fédérations. Alceni Bari, Aboukori Yakourma pour le compte-rendu. Pendant 10 journées, 20 équipes d'universités publiques et privées devront s'affronter dans 3 disciplines, le football, le basketball et l'athlétisme. Pour cette 3e édition, Conakry, Boké et Kankan sont les zones maintenues. Chaque zone sera constituée de 5 équipes. Pour la zone de Conakry, il y aura 2 poules de 5. Récemment, nous avons joué le tour éliminatoire des universités privées qui avait connu la participation de 16 universités. Sur les 16, 5 ont été qualifiés pour les grandes compétitions. Et je vous l'ai dit, les universités de Conakry vont compétir entre elles, mais aussi celles de l'intérieur qui vont compétir dans 2 zones, que sont la zone de Boké, qui regroupera Dubreka, Mamou, Kindia, Kuntia, et la zone de Kankan qui va regrouper Zérekouré, Labé, Dalaba et Farana. L'objectif de ces Jeux universitaires est de constituer un grenier de talent pour les associations sportives guinéennes, animer les campus universitaires, également freiner l'abandon académique. Au-delà des études et des cours, il y a le sport qui les rattache davantage. Et surtout, nous voulons un esprit sain dans un corps sain, comme on le dit très souvent. Et vous savez aussi que le sport accroît la capacité d'études des étudiants. Beaucoup ne le savent pas, mais c'est un facteur, pour tout le monde d'ailleurs, pour tous ceux qui font du sport, il y a une amélioration au niveau de la productivité en termes de travail, en termes de capacité, d'apprentissage, etc. À cette cérémonie, 4 ministres étaient présents. Tous ont salué cette redynamisation du sport universitaire et espèrent que la compétition pourra susciter un nouvel élan pour l'épanouissement des étudiants. On sait généralement que le sport universitaire, par le passé, a été un vivier important dans le rayonnement du football et du sport guinéen.
Et j'ose croire qu'avec la nouvelle dynamique qui est en cours aujourd'hui, que nous pouvons assister à un renouveau de notre sport avec cette jeune génération qui s'engage aussi à pratiquer le sport au niveau du campus. Notons qu'elle se fera en série filles et garçons. Des prix comme meilleur buteur, meilleure buteuse, meilleur public et équipe fair play devront être remis à la fin de la compétition. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève donc cette édition d'information. Au cadrage pour vous, Aboukor Yakourma était présent à la régie, Tierno Madjoba, le tout sous la supervision technique d'Ali Kabé de Francisco. L'info, c'est aussi sur Espace TV Guinée.info. Passez l'excellence de programme, notre compagnie sur Espace TV. Regardons mieux.